Bonjour, monsieur Frédéric Colfuti. Bonjour Alicia Casteras, merci de votre invitation ce matin. Maire du Mont-Saxonais, merci à vous pour votre présence. Vous qui êtes à la tête de la commune depuis 2014. Le Mont-Saxonais approche les 1700 habitants. La météo nous rappelle que nous ne sommes pas encore tout à fait officiellement en été et il est encore temps de faire le bilan de cette saison hivernale 2024-2025 dans votre commune puisque vous avez un domaine skiable. Quel a été ce bilan de fréquentation et d'activité sur votre commune ? Alors on a un domaine skiable, mais je vous rappelle qu'il a été transféré à la communauté de communes de Cluses-Arvey-Montagne, qui est maintenant compétente pour l'exploitation de nos remontées mécaniques, des villages balcons, du reposoir, de Nancy-sur-Cluse avec Rome et de Mont-Saxonais. Le bilan il est contrasté entre les trois domaines. Il a été particulièrement difficile à Mont-Saxonais. Voilà, notre porte d'entrée aujourd'hui historique, c'est le premier téléski. Il est à 1000 mètres. Voilà, on connaît le déficit d'enneigement. Ces difficultés-là, conjuguées aussi à des difficultés d'exploitation sur les installations et sur les remontées mécaniques. Donc l'exercice a été compliqué et donc le bilan n'est pas positif, clairement. Le sujet, le débat, la polémique, on ne sait plus quel qualificatif utiliser concernant l'activité ski au Mont-Saxonais ces derniers mois. Ça a été le télésiège de Morsul, sa disparition. Est-ce qu'on vous en parle encore ou les esprits se sont calmés depuis ? Les esprits, oui, se sont calmés, mais vous savez, ils n'ont pas été si agités que cela. On entend souvent la minorité, la majorité est souvent silencieuse. Et je pense que c'était le cas. Je pense qu'aujourd'hui, les Dumont ont bien pleine conscience de la réalité du réchauffement, du manque d'enneigement récurrent. La réalité là, elle s'impose à nous. Qui peut aujourd'hui dire le contraire et nier cette réalité? Vous savez, j'imaginais pas. Moi, je suis natif du village. J'étais au ski club de Mont-Saxonais jeune et j'étais à l'inauguration du télésiège à l'âge de 9 ans. Je me rappelle très bien de ce moment-là. J'imaginais pas être 41 ans plus tard, le maire qui prend la décision, alors collégiale, puisqu'elle a été prise avec l'ensemble du conseil municipal, qui allait prendre la décision d'arrêter de démonter le télésiège. Voilà, donc cette décision, elle était pas facile, clairement. Elle s'est imposée à nous. Je pense il était responsable de la prendre. Le télésiège était un déficit d'exploitation de l'ordre de 50 000 euros annuels sur les 130 000 euros de déficit moyen sur l'exploitation des remontées mécaniques au Mont-Saxonais. Voilà, il fallait prendre cette décision, la prise avec la communauté de communes Cluses-Arvey-Montagne. Et de ce contexte donc dont on parle effectivement de réchauffement climatique est né ce programme, cette volonté évidemment de diversification. Ça a donné naissance à plusieurs projets, l'espace J-Paet, le pump track, le jeu du roule ma boule. Est-ce que le succès est au rendez-vous face à ces choix de diversification qui sont portés par votre commune du Mont-Saxonais ? Oui, avec la communauté de communes, ça fait plusieurs années qu'on est engagé. Je remercie tous mes collègues élus, maires, mais aussi les conseillers communautaires. On est engagé dans ce projet de diversification. On parle de tourisme 4 saisons. Ça a été le cas au Mont-Saxonais et grâce à la communauté de communes, grâce aussi aux financeurs, il ne faut pas les oublier, on ne ferait rien sans le département de la Haute-Savoie, sans la région, sur ces investissements. Et oui, les projets qu'on a réalisés, qui sont en fonctionnement aujourd'hui, vous parlez de l'espace J-Paet associé au pump track, vous parlez du jeu roule ma boule, rencontre un vrai et un beau succès, on ne peut que s'en réjouir. Avec la communauté de communes, on essaye de ne pas subir cette transition qui s'impose à nous. Il faut l'anticiper. On sait que le temps des projets sont longs. Quand il faut passer le volet financier, administratif, juridique, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Ça peut même prendre plus d'un mandat. Je pense à l'espace J-Paet. Ça n'a pas été sans difficulté, mais le résultat, il est là, il est positif. Inauguration aussi ce samedi d'une nouvelle activité, un mur d'escalade mobile. Ça sort d'où ce projet? Je crois que ça vous a été inspiré par la jeune génération. Par la jeune génération, oui. C'est une demande qui a émané du nouveau et jeune conseil municipal des enfants qui s'est installé à l'automne dernier. Ils ont travaillé, réfléchi sur diverses thématiques et notamment parce qu'ils savaient justement qu'à l'école... historiquement, au Mont-Saxonais, il y avait le cycle ski. À l'école primaire, on va au ski au Mont-Saxonais. Ça a été le cas, moi, quand j'étais à l'école de Mont-Saxonais. C'était le cas encore ces dernières années.
Mais depuis quelques années, l'exercice il est de plus en plus compliqué, tellement la neige est aléatoire. Et c'est vrai que la directrice de l'école et son équipe ont dit maintenant c'est plus possible de l'organiser, c'est trop aléatoire, trop contraignant. Donc il faut qu'on passe à autre chose. Et les enfants, parce que la thématique de l'escalade au Mont-Saxonnais, elle est quand même bien implantée. On a des sites quand même bien connus, réputés. On a les blocs rocheux déjà à Morsul, on a le site de Malser pour l'apprentissage et les niveaux plus confirmés. On a depuis une dizaine d'années la Gorge du Cé qui est équipée de voies d'escalade, et puis bien évidemment le massif du Bargy pour les plus expérimentés. Et voilà, les enfants ont souhaité et nous ont demandé s'il était possible d'avoir un petit mur d'escalade pour un cycle d'apprentissage à l'école. Un projet partagé avec l'équipe pédagogique et la directrice. On y a associé sur cette demande nos moniteurs et nos guides de haute montagne qui habitent la commune pour travailler en collaboration avec eux. Et on a fait cet investissement-là et on va inaugurer effectivement ce mur mobile d'escalade ce samedi après-midi. Double inauguration puisque ce sera aussi l'occasion pour la communauté de communes d'inaugurer le jeu roule-ma-boule. Alors, on continue de parler avec vous, Frédéric Colfutti, maire du Mont-Saxonnais, des projets de diversification. On reste dans la thématique de la grimpe. L'un de ces projets, c'est la Via Ferrata dans la Gorge du Cé. Voilà, dans notre projet et dans nos orientations de diversification touristique, il y avait un projet fort. C'était celui d'une Via Ferrata dans la Gorge du Cé, portée par la communauté de communes Cluse Arve Montagne. Elle va effectivement se réaliser puisque elle a été votée au budget. On est là en ce moment sur la consultation pour les marchés de travaux. La date limite de remise des offres, c'est ce vendredi. On va pouvoir la communauté de communes engager ses travaux dès l'automne pour, je pense, une ouverture de cette Via Ferrata début 2026. Oui, c'est un beau projet, un gros investissement, près de 500 000 €. Là aussi, pour de la diversification et pour faire que Mont-Saxonnais soit le village où il fait bon grimper. On referme le chapitre sport. Parmi les gros projets à venir dans votre commune, il y a la rénovation énergétique de l'école primaire. C'était prévu initialement que le chantier ait lieu en site occupé et ça posait problème. Ça vous a porté souci. Ça a été l'objet de beaucoup de discussions au sein de votre conseil. Et finalement, vous avez trouvé un plan B. Alors oui, les écoliers continueront à pouvoir avoir leur apprentissage, mais ce sera dans un autre lieu. Oui, l'opportunité en vue de ces travaux, qui sont des travaux importants, qui vont durer une année, on a eu l'opportunité de pouvoir déménager l'école, ça va se faire dès la fin de cette année scolaire, à l'ancien centre de vacances des Mélèzes, l'ancienne colonie de vacances des Mélèzes, dont le conseil départemental a fait l'acquisition en 2023. Pour l'instant, c'est un site qui n'était pas utilisé. Le département travaille sur le programme et les objectifs de ce nouveau centre à réhabiliter. Et donc, voilà, je ne voyais pas comment ces travaux, pour autant que notre architecte et notre maîtrise d'œuvre me disaient que c'était possible de faire des travaux en site occupé. Je ne vous cache pas que j'avais du mal à les imaginer. Et de toute façon, ça aurait eu un impact à la fois sur le confort des enfants, des élèves, des apprentissages, de l'équipe pédagogique, et puis aussi, bien évidemment, un impact sur les ouvriers, les travaux, l'organisation du chantier. Donc, une belle opportunité de déménager. C'est pas sans difficulté, le déménagement. Ça demande une implication de tout le monde, de l'équipe pédagogique, des services de la commune. On déménage aussi, du coup, la bibliothèque, qui est dans les locaux de l'école, qui va s'installer pour une année dans la salle du conseil municipal. On n'avait pas d'autre choix. Et nous, on fera les conseils municipaux, on se réunira dans l'ancien presbytère, la salle du Belvédère. Voilà. Donc c'est toute une organisation, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie là en ce moment. Ce sera donc un déménagement estival pour être prêt pour la rentrée ? Exactement. Merci Frédéric Colfutti, maire du Mont-Saxonnais. Vous restez avec nous, on revient dans quelques secondes. On va continuer à parler travaux, chantiers, on va aussi parler foncier et peut-être des municipales de 2026. Ça, c'est la réponse vous appartient, on verra tout à l'heure. À tout de suite. Notre invité pour parler des actualités de sa commune est l'un des sujets du moment et vous allez nous donner votre avis sur la question. Le retour de la taxe d'habitation, est-ce que vous y êtes favorable, vous, monsieur Colfutti ? Alors, on ne parle pas de retour, c'est pas une résurrection de la taxe d'habitation. Ce qui, en tout cas, est en réflexion, je crois, au niveau du gouvernement et associé avec l'Association des maires de France, c'est un sujet d'une nouvelle contribution. Une compensation. Une compensation, une contribution, voilà, pour garder ce lien entre le résident et la collectivité, ce lien qu'on a perdu avec la suppression de la taxe d'habitation.
Alors, on peut en débattre. C'était une proposition du candidat Macron aux élections. Il a fait ce qu'il avait dit. Alors, bien évidemment, c'était pas un souhait des maires, hein, et des maires de France. C'est un gros manque à gagner pour vous? Alors, elle a été compensée, mais elle a été compensée sur les bases de 2018. D'ailleurs, la dernière augmentation qu'on avait votée en 2019, elle a été perdue dans cette compensation. Voilà, on a perdu dans la bataille, on perd la dynamique depuis cette réforme. Voilà, et surtout, ce qui s'est passé, et c'est l'effet pervers, c'est qu'on a reporté cette fiscalité qu'on a perdue sur la taxe foncière, donc sur le propriétaire. Donc aujourd'hui, la fiscalité, elle porte uniquement sur le propriétaire et plus sur le résident. Je crois que dans une démocratie, c'est important que chacun participe, bien évidemment, à hauteur de ses facultés, de ses ressources et de ses moyens, mais peut-être même de quelques euros, mais à la vie et au bien commun et au service public. Rien n'est gratuit. Les services publics sont pas gratuits, les travaux, les aménagements, c'est pas gratuit. Aujourd'hui, il y a une forte pression de nos administrés, une forte demande, avec une demande immédiate souvent, davantage de services, tout ça, ça a un prix. Et il faut que chacun ait conscience du coût aussi que tout ça représente. Et donc de garder ce lien, moi, je pense qu'il est important entre le résident, l'habitant, et pas que le propriétaire, qui d'ailleurs n'est pas forcément un propriétaire qui habite la commune, entre le résident, c'est-à-dire celui qui va consommer, et la collectivité. On parle justement habitation et foncier. Monsieur le maire, peut-on encore aménager au Mont-Saxonais, être locataire ou, soyons fous, faire construire son chalet, un petit mazo? Oui, on peut, mais effectivement, le foncier se fait de plus en plus rare, et ce qui est rare est cher, et donc il est d'autant plus cher, donc ça devient difficile d'accéder et de construire. Voilà, donc il y a un vrai enjeu, et c'est pour ça qu'on y travaille dans le cadre du plan local de l'habitat Génération 2 avec la communauté de communes, qui est en cours. On finalise avec les dernières délibérations, les dernières décisions. Il faut qu'on valorise le parc existant, il faut qu'on travaille sur les logements vacants. Il y a un vrai enjeu de logements vacants, et c'est le cas à Mont-Saxonais, notamment en traversée où il y a de villages, où on a encore des bâtis vides et anciens qui ont un besoin de requalification, déjà pour, le paysage, mais aussi pour une offre de logement pour la population permanente. Quelle est la part des résidences secondaires au Mont-Saxonais? Elle est importante, elle est de 39%. Donc c'est important. Après, il faut relativiser ces chiffres, parce que résidence secondaire, un chalet d'alpage, c'est une résidence secondaire. Donc ça, c'est effectivement pas un potentiel de logement pour une résidence au quotidien. Donc il faut relativiser. Pour autant, il y a un sujet de logement vacant. On est à 5% de logements vacants à Mont-Saxonais. Donc là, il y a un vrai enjeu pour remettre ce foncier sur le marché du locatif, permettre à nos jeunes d'accéder et d'avoir un parcours résidentiel et de démarrer sur une petite location, et de pouvoir, au fil des années et de sa vie, de pouvoir bouger et progresser dans un logement plus grand, toujours en location, et puis à un moment donné peut-être de pouvoir acheter un appartement, voire construire, même si l'exercice reste maintenant et devient de plus en plus compliqué. En tout cas, vous faites partie des maires qui ont pris la décision d'acter la surtaxation justement des résidences secondaires. C'est appliqué depuis l'an dernier au Mont-Saxonais, c'est bien ça? On l'a voté en 2023, elle s'applique depuis 2024. On fait partie, on est donc dans les communes qui ont été considérées en zone tendue. C'est pour ça qu'on a la possibilité de cette surtaxe. Oui, on a pris cette décision. Elle n'est pas populaire, bien évidemment, mais voilà, c'est un levier pour essayer d'inciter certains propriétaires à réorienter leurs biens vers le marché locatif, encore une fois pour une offre pour les résidents permanents. Donc oui, on l'a prise. Alors, je crois qu'il y avait, dès la première année de cette possibilité, 23% des communes en France qui l'ont instaurée. En 2024, on en est à plus de 40%. Bon, voilà, je pense que certaines sont encore sur le frein parce qu'il y a des échéances électorales, mais voilà, moi je fais le pari qu'elles vont l'instaurer également. Décision pas simple, pas populaire, mais on l'a prise aussi pour avoir une nouvelle recette qui va nous permettre de rénover. Justement, nous, on a fait des acquisitions en cœur de village de 2 maisons, dont l'une dont les études vont démarrer, puisqu'on vient d'attribuer le marché d'architecture et de maîtrise d'œuvre. Et j'ai la réunion de démarrage cet après-midi à 14h avec les bureaux d'études. Réhabiliter une maison stratégique en cœur de village, maison mitoyenne avec la boulangerie-pâtisserie, place du Bourjal. C'était au rez-de-chaussée un ancien commerce, c'était un logement à l'étage. Et stratégiquement, il fallait qu'on
garantisse que le rez-de-chaussée reste une surface commerciale. C'est pour ça qu'on a fait cette acquisition en 2016. Et puis la possibilité, l'opportunité d'aménager 2 appartements aux étages pour du logement locatif de proximité qui peuvent répondre aux jeunes, mais aussi aux anciens, puisqu'on est quand même à côté des services et des commerces de proximité. Donc voilà, tous ces enjeux. On a fait cette acquisition en 2016. On a travaillé à cette réhabilitation avec des opérateurs, etc. Je passe. On a candidaté à 4 reprises au dispositif du fonds vert, fonds friche de l'État. C'est qu'au bout du 4e dossier qu'on a été retenu, avec une enveloppe de 350 000 euros, qui nous permettent enfin d'engager cette réhabilitation, avec aussi cette recette supplémentaire de surtaxe liées, en tout cas mises sur les résidences secondaires. Encore un bel exemple effectivement de projet où la volonté était là, mais que derrière, administrativement parlant, encore faut-il que ça suive. On revient sur cette feuille de route annoncée. Donc depuis 2014, vous avez pris la tête de la commune du Mont-Saxonais, monsieur le maire. Il y a eu différents travaux. L'un des gros chantiers, c'est l'aménagement paysager, la sécurisation de la traversée du village. On en est où sur ce dossier-là qui a beaucoup impacté bien sûr la population, avec un chantier visible et impactant? Oui, la feuille de route depuis 2014, c'est notamment le projet Cœur de village, avec cette nécessité, ce besoin de redynamiser, requalifier la traversée du village. Donc plusieurs projets, plusieurs actions dans ce projet Cœur de village, dont le projet phare qu'on a engagé dès 2014-2015 avec des bureaux d'études, avec le CAUE, le Centre d'architecture de la Haute-Savoie, sur les orientations. Il a fallu plus d'un mandat pour que les travaux démarrent enfin. C'est un investissement de près de 2 500 000 euros. Il y a des travaux de réseau, il y a des travaux d'aménagement de voirie, de sécurisation. On a enfin un trottoir dans la traversée. On embellit le village. Il en avait vraiment besoin, avec un aménagement paysager de qualité. On arrive au bout du chantier. Alicia, normalement fin juin, tout est terminé. On en aura fini. Là, on est sur les derniers aménagements paysagers. On est sur les marquages au sol, la signalisation horizontale. Ça n'a pas été sans mal, ça n'a pas été sans difficulté, mais le résultat est là. On est heureux et on n'a que de bons retours de la population qui est enfin contente d'avoir une traversée aménagée, sécurisée. Donc il faut rien lâcher. Il y a eu un autre dossier aussi assez impactant. Alors on le dit, c'est peut-être moins visible, mais c'est tout autant concernant pour la population, la question de l'eau, où là aussi ça a coûté beaucoup d'argent et ça a pris du temps. Et ça nous mène aussi à cette question de la compétence eau, avec la fin de l'obligation du transfert de la compétence à l'échelle intercommunale. Quelle est votre position par rapport à la question de l'eau au Mont-Saxonais? Est-ce qu'on partage, est-ce qu'on garde pour soi? Alors, on peut pas... c'est vraiment un sujet très important et majeur pour l'avenir, l'eau. L'enjeu de l'eau de demain, la ressource en eau pour demain. Moi, j'ai toujours considéré que c'était pas... l'eau qui tombe à Mont-Saxonais, la ressource en eau, et nous, on a la chance d'avoir une eau en quantité. Alors, on n'a pas toujours la qualité, on a des problèmes de qualité, mais la quantité, elle est là. Cette eau, elle ne nous appartient pas. Et donc, j'ai pas de souci par rapport à ça. J'ai toujours eu ce discours-là. Et c'est pour ça que, dès 2014, alors que ce sujet-là était bloqué pour alimenter Brison, on l'a tout de suite débloqué. En 2019, on a pu raccorder et sécuriser l'alimentation en eau de Brison. Donc, moi, je suis pour ce transfert. J'ai toujours été pour le transfert de la compétence eau potable, pour travailler sur le territoire, sur ce sujet. Peut-être, les villages balcons seront demain les châteaux d'eau de la vallée. Donc, il y a de la ressource au reposoir, il y a de la ressource à Nancy, il y a de la ressource au Mont-Saxonais. Voilà, il faut qu'on puisse la partager intelligemment. Elle ne nous appartient pas. Il faut qu'on puisse travailler le sujet de l'eau au niveau de l'intercommunalité. Alors oui, on était sur un transfert avec la loi NOTRe obligatoire, normalement, là, à l'échéance de la fin de l'année. Le gouvernement et le Parlement est revenu sur cette obligation. Maintenant, c'est un choix. Donc, c'est pour les communes volontaires. Donc, nous, autour de la table, ce sujet ne faisait pas l'unanimité. Il ne fait toujours pas l'unanimité, mais 5 communes ont pris la décision de transférer cette compétence aujourd'hui à la communauté de communes, dont la ville de Cluses, Mont-Saxonais, Nancy. Maglan se pose encore la question, et Marna qui a pris cette décision. Donc, on va transférer les 5 au 1er janvier cette compétence. Je pense que c'est important et j'espère qu'on pourra un jour mailler Mont-Saxonais avec Marna pour sécuriser et alimenter
aussi, nous, la vallée. Donc on a un sujet de qualité à traiter sur notre ancien captage du creux du Liard. On a une ressource abondante, même en période d'étiage, même en période de sécheresse. C'est assez impressionnant. Donc il faut qu'on travaille sur le problème bactériologique qu'on rencontre depuis plusieurs années et pour garder cette ressource et pour pouvoir la partager. Et qu'elle soit de qualité. Frédéric Olfuti, notre interview dans le cadre de ce rendez-vous Bonjour Monsieur le maire touche à sa fin, mais bien sûr je ne vais pas vous laisser repartir sans vous poser la question fatidique dans le contexte politique actuel. Est-ce que vous prévoyez d'être candidat à votre propre réélection au municipal en 2026 ? Cette question elle est légitime. Bien sûr, c'est pour ça que je vous la pose. Je m'y attendais. Ma motivation, elle est intacte. Je porte encore une ambition pour mon village. Voilà, on a des réalisations qui s'achèvent. On parlait du projet Cœur de Village, la traversée, ça y est, les travaux de restructuration du réseau d'eau potable, ça y est, on engage la rénovation énergétique de l'école, qui était un des gros projets. Donc, des travaux qui vont durer une année. Donc, il y a des projets qui sont terminés. Moi, je suis assez fier de ce qu'on a fait. Je dis bien on. C'est un travail d'équipe avec les collègues, c'est un travail aussi avec les collaborateurs. Hein. Il y a les élus, mais il y a aussi les collaborateurs. C'est un travail avec la communauté de communes Cluses-Montagne, et je remercie mes collègues, son président Jean-Philippe Masse. C'est aussi un partenariat et point de salut sont le département et la région, les financements et l'État également. Donc voilà, moi je garde la motivation. Maintenant, est-ce que les conditions seront réunies en fin d'année pour porter une liste sérieuse, parce que c'est un engagement sérieux, hein, c'est un engagement de tous les instants. Vous êtes connecté 365 jours par an, 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Ça vous prend sur votre vie personnelle, ça a un impact sur votre vie professionnelle également. Donc c'est un vrai choix. Il ne faut pas que ce soit le mandat de trop. Il faut être certain que si vous repartez pour 6 ans, et j'allais dire vous repartez à fond, quoi. C'est pas possible d'être candidat, d'être élu, et puis parce que c'est le 3e mandat, parce que le temps passe, parce que le contexte va être de plus en plus difficile, il va être encore plus difficile pour le mandat à venir, vous lâchez un peu. On se repose sur ses lauriers. Ouais, c'est pas possible. Quelles sont-elles ces conditions que vous évoquez et qui doivent être réunies pour que vous soyez candidat à votre propre élection, en tout cas en tête de liste ? C'est avant tout d'arriver à reconstituer et à proposer, c'est l'exigence que j'ai toujours eue, une liste qui représente la diversité de la commune. Il y a différentes visions. Voilà, Saxonnet, ça a changé. On était 800 habitants, on est 1700 habitants. Il y a des gens qui sont venus s'installer. Il faut prendre en compte tout ça et il faut constituer cette liste en prenant en compte cette diversité. Bien évidemment, il y a le sujet de la parité qui est importante, mais qui facilite pas l'exercice. Il faut aussi qu'on représente un peu le territoire, c'est-à-dire on a le cœur de village, nos 2 pôles principaux, Bourges-Alpin-Cru, mais on a aussi des hameaux qui sont assez éloignés. C'est important aussi qu'on ait des élus référents qui puissent faire remonter l'information, mais aussi la faire descendre pour expliquer les choses. Donc ça n'a jamais été en 2008, en 2014 et en 2020 un exercice facile. En 2020, j'ai rencontré plus d'une 60aine de personnes et il a fallu convaincre pour monter cette liste. Mais c'est l'exigence que je me suis toujours imposée, que je vais m'imposer. Voilà, donc ça va être une condition importante. Oui, parce que vous disiez, quand on en a parlé, que monter une liste comme ça pour les municipales, c'est pas juste s'entourer d'une bande de copains. C'est pas ça l'idée quand on est à la tête de la mairie. Ça serait la facilité, d'avoir entre guillemets que des amis qui lèvent la main quand il faut lever la main et voilà, qui vous contrarient pas. Il en faut quand même quelques-uns, mais pas tous. C'est d'où important, la question de l'équilibre. Ouais, de trouver ce bon équilibre parce que c'est ce qui fait la réussite après du mandat et c'est ce qui fait que vous arrivez à tenir sur les 6 ans. Et ce qui vous oblige aussi, c'est un mandat qui oblige, qui exige. Et qui vous oblige à vous remettre en question. Vous détenez pas forcément la vérité sur chaque dossier, sur chaque projet. Il faut être certain qu'au moment où on prend la décision, on a bien fait le tour du sujet, de la question. Et cette diversité, elle fait que forcément les questions, elles sont là, le débat, il est là. Il faut qu'il soit bien évidemment respectueux. C'est ce qui se passe. Moi, c'est un mandat qui s'est très bien passé, y compris avec les élus de la minorité, que je considère même plus comme élus de la minorité. Donc voilà, cette exigence-là, elle prend d'énergie, elle prend du temps, et je ne me présenterai pas si cette condition-là n'est pas remplie. Vous fixez quoi comme deadline, comme timing, comme limite pour prendre cette décision ? La fin de l'année, voilà, novembre, début décembre maximum, puisqu'après... Et après, il faut aussi faire le travail de monter un projet partagé. Donc une fois que vous avez trouvé les colistiers, il
il faut retravailler sur une feuille de route pour les 6 ans à venir. Il faut qu'elle soit partagée. Donc il y a aussi tout un temps de préparation du projet et du programme. Merci Frédéric Olfutti, maire du Mont-Saxonnais, d'avoir été notre invité ce matin dans notre rendez-vous. Bonjour monsieur le maire, à très bientôt.